Un brouillard très épais ce matin recouvrait la campagne. Lorsqu'il pénétra dans la cuisine où était servi le petit déjeuner, Cécile lui demanda s'il voulait les accompagner à la messe. Non, peut-être pas. 2 messes dans une semaine, ça faisait beaucoup pour un non-croyant. Enfin un agnostique, argua-t-il. Il ajouta pourtant que la messe de Noël lui avait bien plu, ce qui ne voulait pas dire grand-chose, il en était conscient. À la place, il décida de faire une promenade. Dès qu'il sortit, il commença à avancer au milieu d'une masse d'un blanc laiteux, palpable. On n'y voyait qu'à quelques mètres, 2 ou 3 au maximum. C'était une sensation irréelle mais plutôt plaisante. Il marcha encore pendant un quart d'heure avant de prendre conscience qu'il risquait bel et bien, s'il continuait, de se perdre. Il rebroussa alors chemin vers la maison qu'il retrouva, lui sembla-t-il, un peu par hasard. Il prit une clé au râtelier et se dirigea vers le bureau de son père, qu'il n'avait pas revu depuis une vingtaine d'années. Même davantage, il n'y était entré qu'en fait qu'une fois dans sa vie. Cette unique fois où son père lui avait donné des éclaircissements sur son métier. Cela remontait exactement à 30 ans. Presque jour pour jour, son père avait choisi pour cette explication un 1er janvier. Il se souvenait pourtant parfaitement de ce moment et constata que presque rien n'avait changé dans l'ameublement de la pièce. Il n'y en avait plus un ordinateur et une imprimante, c'est tout. Sur les étagères de la bibliothèque s'alignaient quelques ouvrages de référence, des annuaires professionnels, des atlas thématiques sur les ressources minières ou hydrographiques de la planète. Il y avait aussi, isolés sur l'étagère du haut, des dossiers, certainement ceux dont lui avait parlé Martin Renaud. 5 chemises cartonnées, d'aspect anodin. C'était donc là que se cachaient les éléments mystérieux qui avaient occupé jusqu'au bout les spéculations de son père. Il n'était pas tenté de les ouvrir, il savait qu'il n'y comprendrait rien. Il referma cependant la porte avec soin, revint vers la maison principale, reposa la clé au râtelier, en prit une autre. L'ancienne grange qui avait servi d'atelier à sa mère, c'était autre chose. Il y était entré plusieurs fois sans réel plaisir. Lorsqu'il fallait venir la chercher pour qu'elle assiste au repas, elle avait complètement cessé sur la fin de prendre en charge les tâches ménagères. C'était Cécile qui s'occupait de tout. Après avoir passé presque toute sa vie professionnelle à restaurer des gargouilles et des chimères dans une bonne partie des églises, abbatiales, basiliques et cathédrales de France, elle avait décidé de se lancer dans la création à presque 45 ans et s'était désintéressée de son foyer. Le mur à gauche de la porte de la grange avait été sculpté par une autre artiste, une relation de sa mère. Paul se souvenait de son séjour. C'était une femme grande et maigre, très laide, qui ne parlait pratiquement pas mais qui s'était prise de passion pour les pierres de la région. Ce calcaire doré si typique du Beaujolais. Elle s'était servie des pierres qui constituaient les murs de la grange, de grosses pierres d'une vingtaine de centimètres de côté. Dans chacune, elle avait sculpté un visage humain différent, aux expressions tantôt terrifiées, tantôt haineuses, parfois au bord de l'agonie, plus rarement ricanantes ou sarcastiques. C'était une œuvre impressionnante, très expressive. La souffrance qui s'exhalait de ce mur vous prenait à la gorge. Les sculptures de sa mère, par contre, dont beaucoup étaient encore stockées dans la grange, Paul ne les aimait pas, ne les avait jamais aimées. Les figures gothiques qu'elle avait passé l'essentiel de sa carrière à restaurer l'avaient sans nul doute influencé. Il s'agissait essentiellement de créatures chimériques, monstrueuses combinaisons d'animaux et d'humains avec une forte charge d'obscénité, des vulves et des pénis démesurés, comme en possédaient en effet certaines gargouilles. Mais il y avait dans le traitement quelque chose d'arbitraire, d'artificiel, qui faisait moins penser à des sculptures médiévales qu'à des mangas. Au fond, c'était peut-être lui qui ne comprenait rien à l'art. Il ne s'était jamais intéressé à la bande dessinée japonaise, que certains tenaient pourtant en haute estime. Les œuvres de sa mère avaient en tout cas eu un certain succès, sans atteindre une cote énorme, mais certaines avaient été achetées par des fracs ou des conseils régionaux, parfois pour décorer des ronds-points, et elle avait eu quelques articles dans des magazines spécialisés. C'était même à l'un de ces articles, et c'était le plus grand reproche au fond qu'on pouvait faire aux sculptures de sa mère, que son frère Aurélien devait d'avoir rencontré sa future femme. Indy était à l'époque une relativement jeune journaliste, dans la mesure où une journaliste peut être jeune. Son article avait été élogieux, voire dithyrambique. Le travail de sa mère avait été
présenté comme l'exemple le plus emblématique d'une nouvelle sculpture féministe. Mais on avait affaire à un féminisme différentialiste, sauvage, sexuel, à rapprocher du mouvement des sorcières. Ce courant artistique n'existait nullement, elle l'avait inventé pour les besoins de l'article qui en lui-même se lisait sans déplaisir. Cette salope avait une certaine agilité de plume comme on dit. Elle ne devait d'ailleurs pas tarder à quitter ce magazine artistique de second plan pour entrer dans la rubrique société de n'importe un autre magazine de centre-gauche. Elle éprouvait, cela dit, une réelle admiration pour sa mère, et c'était sans doute le seul élément sincère dans sa démarche. Jamais Paul n'avait cru à l'amour de cette femme pour Aurélien. Pas une seule seconde. Ce n'était en aucun cas une femme qui pouvait aimer Aurélien. Cette femme haïssait les faibles. Aurélien était un faible. Il avait toujours été confit d'admiration devant leur mère, incapable en quoi que ce soit d'affirmer son existence ou même simplement d'exister. Indy n'aurait aucun mal à le dominer, c'est certain, mais quand même ce n'était pas une raison suffisante pour épouser un homme. On pouvait s'interroger. Peut-être avait-elle cru que la cote de la mère d'Aurélien allait s'envoler, atteindre des niveaux stratosphériques et qu'elle se retrouverait dans le futur bénéficier d'un héritage considérable. Oui, c'était sûrement ça. Elle était suffisamment comme pour avoir formé cette hypothèse. L'hypothèse ne s'était pas avérée. La cote de sa mère était demeurée à des niveaux raisonnables, respectables, mais enfin il n'y avait pas de quoi grimper au rideau. Aussi, Indy commençait-elle à laisser paraître une certaine déception qui se traduisait par une attitude de plus en plus méprisante à l'égard de son époux. Paul n'avait jamais vraiment aimé Aurélien. Il ne l'avait jamais détesté non plus. Au fond, il le connaissait mal et n'avait jamais éprouvé grand-chose pour lui, hormis peut-être un vague mépris. Aurélien était né longtemps après lui et Cécile, il avait grandi avec Internet et les réseaux sociaux. C'était une autre génération. Quant au juste était-il né? Paul prit conscience avec gêne qu'il avait oublié la date de naissance de son frère. Il y avait de toute façon un écart imposant. Cécile avait parfois tenté de combler cet écart. Ce n'était pas son cas. Quand il avait quitté la maison, Aurélien était encore un enfant, quelque chose qu'il distinguait assez peu d'un animal domestique. Il n'avait jamais eu l'impression en réalité d'avoir un frère. Ils arriveraient sans doute dans l'après-midi du 31 avec leur petit merdeux de fils. Ce n'était qu'un mauvais moment à passer, un moment assez long, il est vrai. C'est impensable de se coucher avant minuit le 31, mais enfin ça demeurait gérable. Sans doute pourrait-il être ivre dès le milieu de l'après-midi. L'alcool permet de supporter à peu près tout. C'est d'ailleurs un des principaux problèmes avec l'alcool. Il ressortit un peu plus tard de la grange, sans avoir regardé. Il s'en rendit compte en refermant le cadenas. Aucune des œuvres de sa mère. Il était 3 heures de l'après-midi et il avait oublié de déjeuner. Cécile lui en fit la remarque lorsqu'il pénétra dans le salon. C'était vrai, il l'avait oublié, et il accepta 2 tranches de pâté en croûte, accompagnées de cornichons et d'une demi-bouteille de Saint-Amour. Cécile et Hervé étaient installés devant l'émission dominicale de Michel Drucker. Il assistait à un rite de couple qu'il partageait avec des millions de couples d'âge équivalent au plus élevé dans la France entière. Cet après-midi, apparemment, ce serait Michel Drucker ou rien. Pour lui, ça revenait à peu près au même. Il les laissa main dans la main devant le populaire animateur.